Bonjour, je ne sais pas du tout ce qu'il a dit pour me présenter, mais j'espère que c'était gentil. Alors, je vous propose de revenir en arrière pendant quelques instants à 1994, si vous étiez né, bien évidemment. En Afrique du Sud, en 1994, c'était une période fascinante. C'était le début de la démocratie dans notre pays, et je me souviens du 29 avril comme si c'était hier. Des milliers de gens sont descendus dans la rue, sont allés à Pretoria, sont allés fêter l'inauguration de la présidence de Nelson Mandela, la libération de Nelson Mandela. Tout le monde faisait la fête, tout le monde était plein d'espoir pour un pays qui avait tellement souffert. Tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche: l'égalité, les mêmes droits pour tout le monde, les accès aux services pour tout le monde. La plupart des Africains du Sud, à l'époque, n'avaient pas accès ni au logement, ni à l'eau potable, à l'enseignement et à l'énergie surtout. Alors qu'une partie du pays accédait à l'énergie grâce à des infrastructures. Les infrastructures existaient, mais à la limite, on fournissait de l'électricité aux pays avoisinants ou à une grande usine qui fabriquait de l'aluminium au Mozambique. Et si vous connaissez la fabrication de l'aluminium, c'est un processus industriel qui absorbe beaucoup d'énergie, dont les infrastructures étaient là. Et le gouvernement a été confronté à la nécessité de donner de l'électricité à toutes ces familles qui n'en avaient pas eu jusque-là, à un prix abordable. Et ils avaient la nécessité d'investir dans les infrastructures. Et les infrastructures n'avaient pas été entretenues ni développées. Donc, la demande pour l'énergie a augmenté, bien évidemment, mais la fourniture stagnait parce que rien n'avait été fait pour l'augmenter. Et à la limite, même, le manque d'entretien faisait que les centrales d'énergie commençaient à tomber en panne et elles étaient sous pression constamment. Voilà ce qui s'est passé. On s'est retrouvés dans le noir. Après des années d'un apport en énergie électrique régulier, on s'est retrouvé avec des blackouts, des arrêts de fourniture, des sociétés ont dû fermer. On a même perdu des places dans notre notation par les agences de notation, tout simplement parce que nous n'avions pas un accès stable à l'énergie électrique. 83% des familles africaines ont accès à l'électricité, mais il y a aujourd'hui des conséquences à payer, un prix à payer. 83% des Africains du Sud ont accès à l'électricité, mais nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser d'autres sources d'énergie parce que nous sommes confrontés à des difficultés avec les infrastructures et le prix de l'électricité a augmenté considérablement. Donc, il y a beaucoup de familles qui, même si elles ont accès au réseau électrique, préfèrent travailler à la lumière de la chandelle ou se chauffent à la paraffine avec des systèmes qui ne sont pas sûrs et qui ont quand même un prix. Dans les familles à faible revenu, 25% du revenu est utilisé pour l'énergie, faire la cuisine, se chauffer en hiver. Un quart du revenu qui est dédié à l'énergie. Et si l'on compare avec les familles les plus riches, elles ne dépensent que 2% de leur revenu pour l'énergie. C'est ce que l'on appelle la pauvreté énergétique. En dehors des conséquences économiques, il y a aussi des conséquences humaines catastrophiques. Par exemple, dans les bidonvilles, les cabanes prennent feu parce que un chauffage à la paraffine se renverse ou bien une lampe à pétrole se renverse et cela met le feu à tout un quartier de bidonvilles. En 2012, 100 personnes sont mortes à la suite d'un incendie de bidonville et
Les incendies sont encore une des premières causes de décès en Afrique du Sud et parce que le feu est un véritable danger, 20 000 personnes, 20 000 sont mortes de pathologies respiratoires parce qu'ils chauffent ou ils s'éclairent avec des lanternes sans aération suffisante. Alors, c'est évidemment un tableau assez négatif, mais petit à petit, des solutions se présentent. Ici, nous avons donc Positive Planet qui a trouvé un programme pour apporter des solutions à ces difficultés. Et les solutions sont basées sur la technologie. Dans cette photo, vous voyez ce que l'on appelle des Wonder Bags. C'est en fait des sacs faits en polystyrène. Et lorsque l'on fait cuire une casserole de riz, on peut mettre le couvercle sur la casserole et la mettre dans ce sac. Et la fin de la cuisson se fait par l'énergie qui reste à l'intérieur du sac, qui est isolé en polystyrène et qui garde l'énergie. Il y a différentes technologies de ce type que nous vendons sur notre réseau qui s'appelle Energy Care. Et le produit le plus efficace, c'est celui-ci, qui est en fait un poêle avec un cœur en céramique qui retient la chaleur. On utilise donc moins de bois pour le faire chauffer. Et c'est quelque chose qui non seulement permet de faire la cuisine, mais chauffe également assez bien parce que la chaleur reste dans le cœur en céramique du poêle. Et ma sœur africaine vous a décrit tout à l'heure d'autres technologies qui permettent de mettre de l'énergie à un prix abordable à la disposition de la population et surtout une énergie plus propre et moins dangereuse. Deuxième partie de notre programme, il s'agit de la création d'emplois. En Afrique du Sud, nous avons 26 à 28 % de taux de chômage. Et voilà Sarah Sewane, qui est notre distributeur indépendant le plus efficace, car nous les employons pour vendre ces produits et créer des réseaux de distribution de ces produits en Afrique du Sud. Elle est venue à Paris en décembre l'année dernière. Elle a reçu un prix parce qu'elle avait été la meilleure de nos distributrices indépendantes et elle était très fière. En fait, elle croit énormément aux produits qu'elle distribue. Elle sait qu'ils vont changer la vie des gens. Elle ne vend pas qu'un produit, elle vend un bien-être à des communautés. Et donc, elle est une source d'inspiration constante pour tout le monde. Troisième composante de notre programme, la distribution. Comment est-ce que l'on fait parvenir ces produits jusqu'aux populations rurales dans un très grand pays? Il y a des institutions de microfinance qui jouent un rôle clé pour faire acheminer ces produits jusqu'aux populations, car elles ont des réseaux extraordinaires. Après, le réseau de microfinance n'est pas celui que l'on connaît ici. On travaille avec des petites drogueries, des petits magasins d'équipement, des groupes d'épargne, et on essaye de créer d'autres réseaux pour distribuer les produits. C'est un domaine dans lequel on est encore en train de se développer et on espère parvenir à une échelle supérieure. Le voyage ne fait que commencer. On essaye encore de comprendre comment on peut atteindre des millions de personnes plutôt que des milliers, mais je sais que nous avons déjà atteint 5 000 foyers qui vont mieux, qui peuvent mieux se chauffer, cuisiner et sont moins en danger, ce qui veut dire 5 000 familles dont la vie a changé. J'espère que nous allons pouvoir continuer à trouver des solutions qui vont pouvoir être distribuées à un plus grand nombre de personnes. Et je vous remercie d'être resté encore cet après-midi jusqu'à la fin de cette session.